Abandonné bébé par celle qui aurait dû l'aimer, rejeté par son père. Malik a grandi seul, dans la rue, affrontant la faim, la peur et la douleur. Mais quand sa mère revient, suppliant pardon, pourra-t-il lui ouvrir son cœur? Découvrez son incroyable parcours de survie, de rage et de réconciliation. Abonnez-vous maintenant pour suivre l'histoire complète et ne rien manquer de cette saga dramatique pleine d'émotions, de courage et de surprise. Le ciel de Kembala était d'un noir profond, déchiré par des éclairs qui illuminaient par instants les ruelles boueuses du petit village. La pluie tombait sans répit, frappant les toits de tôle avec un bruit sourd. Aïcha courait, serrant contre sa poitrine un petit paquet enroulé dans un vieux pagne. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la boue, mais elle ne ralentissait pas. Chaque pas lui arrachait une larme de plus, car elle savait où elle allait et ce qu'elle s'apprêtait à faire. Le bébé, âgé de quelques semaines à peine, gémissait faiblement. Sa petite main agrippait le pagne, cherchant la chaleur d'un corps qui tremblait de froid et de peur. Aïcha se souvenait encore des paroles glaciales de l'homme qu'elle avait aimé. « Si tu gardes cet enfant, ne compte plus jamais sur moi. Disparais de ma vie. » Elle avait cru qu'avec le temps, il changerait d'avis. Mais ce soir-là, il l'avait frappé de mots plus violents que des coups, l'obligeant à quitter leur maison. Sa famille, honteuse, l'avait rejetée. Elle n'avait plus rien, sauf cet enfant qu'elle aimait, mais qu'elle n'avait plus la force de nourrir. Arrivée devant une petite boutique fermée, Aïcha posa le panier tressé qu'elle portait. Ses mains tremblaient en déposant le bébé à l'intérieur, en ajustant le pagne autour de son petit corps pour le protéger du vent. « Pardonne-moi, mon fils, » murmura-t-elle en étouffant un sanglot. « Je prie Dieu qu'il t'envoie un cœur plus tendre que le mien. » Elle resta agenouillée quelques secondes, caressant la joue du nourrisson. Les éclairs éclairaient ses yeux rougis. Puis, d'un geste brusque, elle se releva et recula dans l'ombre. Le bébé se mit à pleurer, un cri faible mais déchirant, que la pluie semblait vouloir effacer. Aïcha tourna le dos et disparut dans la nuit, laissant derrière elle ce petit être qui allait bientôt commencer une vie qu'il n'avait pas choisie. La pluie battait toujours, mais le vieux Sori n'avait pas le luxe d'attendre qu'elle s'arrête. Sa jambe gauche, affaiblie par les années et un ancien accident de charrette, l'obligeait à marcher lentement, appuyé sur un bâton poli par le temps. Il rentrait d'une longue journée au marché, où il avait vendu à peine 3 paniers de mangue. Sa tunique, trempée, collait à son dos maigre, et chaque pas résonnait dans le silence nocturne. C'est alors qu'il entendit un cri, faible, presque noyé par le bruit de la pluie, mais assez clair pour figer ses pas. Sori plissa les yeux, balayant la ruelle sombre du regard. Puis il vit un panier, posé contre le mur d'une boutique, sous le petit auvent de tôle. Il s'approcha, intrigué, et souleva légèrement le tissu qui recouvrait l'intérieur. Ses mains rugueuses tremblèrent. Un bébé, les joues humides, la bouche entr'ouverte, pleurant d'une voix si fragile qu'elle fendait l'âme. « Ya Allah » murmura Sori, le cœur serré. « Qui a pu ?» Il retira son boubou pour envelopper le petit corps glacé. Le bébé, sentant la chaleur, cessa de pleurer quelques secondes, le regardant avec ses grands yeux encore embués. Sori sentit quelque chose se briser en lui. Il n'avait jamais eu d'enfant, et voilà qu'un inconnu, dans la nuit, lui en plaçait un dans les bras. « Ne t'inquiète pas, petit. Tu n'es plus seul. » Sans réfléchir, il serra le bébé contre lui, ignorant le poids de l'eau qui lui ruisselait sur le visage. Et, boitant, il reprit le chemin de sa cabane, décidé à donner à cet enfant ce que la vie semblait lui avoir refusé dès son premier souffle, un foyer. La cabane de Sori se trouvait à l'extrémité du village, là où la terre battue se mélangeait aux herbes hautes et où le vent entrait sans demander la permission. À l'intérieur, il n'y avait qu'un vieux matelas posé à même le sol, un tabouret bancal et une petite marmite noire suspendue au-dessus des braises éteintes. Sori déposa le bébé sur le matelas et alluma une lampe à pétrole. La faible lumière révéla mieux ce petit visage fragile. « Alors toi, comment on va t'appeler » murmura-t-il en caressant la joue du nourrisson. Le bébé ouvrit grand la bouche et laissa échapper un petit bâillement, comme s'il avait entendu. « Malik. Oui, Malik, ça te va bien. Tu porteras un nom fort, mon garçon. » Le vieil homme sortit un petit bol, versa un peu d'eau chaude qu'il avait réchauffée et y dilua une cuillerée de lait en poudre qu'il gardait pour ses vieux jours. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il avait. Malik têta doucement, ses petites mains agrippant le doigt de Sori. Les jours suivants furent rudes. La pluie avait abîmé le marché, et les clients se faisaient rares. Les maigres économies de Sori s'épuisaient vite,
Entre acheter un peu de riz pour lui et du lait pour Malik, il fallait souvent choisir. Et c'était toujours Malik qui passait en premier. Les nuits étaient pires encore. Le vent s'infiltrait par les fissures des murs, et Sori devait garder Malik collé contre lui pour qu'il ne grelotte pas. Il toussait souvent, mais ne se plaignait jamais. Chaque petit sourire de l'enfant, chaque gazouillis, suffisait à chasser la fatigue. Un soir, alors qu'il berçait Malik pour l'endormir, Sori leva les yeux vers le ciel et murmura. « Seigneur, je ne sais pas combien de temps je vivrai. Mais tant que j'aurai ce souffle, je veillerai sur lui. » Les années passèrent, et Malik grandit sous l'aile fragile mais courageuse du vieux Sori. À 6 ans, il savait déjà que la vie n'offrait rien gratuitement. Il aidait son tuteur à transporter des paniers de fruits au marché, à balayer la devanture des boutiques et parfois à apporter les courses des clients pour quelques pièces. Le marché de Kembala était bruyant, coloré et impitoyable. Les cris des vendeurs rivalisaient avec les coups de marteau des forgerons et le bêlement des chèvres. Malik y apprit très vite que, pour survivre, il fallait être rapide, poli et savoir quand se taire. Sori, malgré sa jambe boiteuse, lui répétait toujours. « Écoute, mon garçon, l'école des hommes n'est pas pour nous. Mais l'école de la vie, elle, ne ferme jamais ses portes. » Malik observait, mémorisait. Il savait reconnaître un client généreux à son sourire et un voleur potentiel à ses yeux fuyants. Il savait aussi éviter les coins dangereux, là où les enfants plus grands lui arrachaient parfois son maigre butin. Un soir, alors qu'il rentrait après une longue journée, Malik demanda. « Papi Sori, pourquoi je n'ai pas de maman comme les autres ?» Le vieil homme resta silencieux, les yeux fixés sur la route. Puis il posa une main rugueuse sur l'épaule du garçon. « Un jour, tu auras tes réponses, mais pas aujourd'hui. » Malik ne posa plus la question. Mais cette petite graine de curiosité venait de se loger dans son cœur. L'harmattan soufflait ce matin-là, portant avec lui une poussière rouge qui couvrait tout le village. Malik, âgé de 10 ans, s'était levé tôt pour aller chercher de l'eau au puits. En rentrant, il trouva Sori assis sur le matelas, les mains serrées contre sa poitrine. Son visage était pâle, et sa respiration sifflait. « Papi Sori, ça va ?» demanda Malik, inquiet. Le vieil homme esquissa un faible sourire. « Ce n'est rien, juste la fatigue. » Mais Malik voyait bien que ce n'était pas la fatigue. Depuis plusieurs semaines, Sori toussait beaucoup et se plaignait de douleur. Il refusait pourtant d'aller à l'hôpital, disant qu'il n'avait pas l'argent pour. Ce soir-là, la toux devint plus violente. Malik, impuissant, lui apporta de l'eau et s'assit à ses côtés, tenant sa main. « Ne t'inquiète pas, mon garçon, » murmura Sori entre deux souffles. « Si je pars, tu seras fort, tu survivras, comme je t'ai appris. » Les larmes montèrent aux yeux de Malik. « Non, papi, tu ne vas pas partir. Promets-moi de ne jamais laisser la haine manger ton cœur. » Ce furent ses dernières paroles. Dans la nuit, alors que le vent faisait grincer les tôles du toit, Sori rendit son dernier souffle. Malik resta là, figé, incapable de pleurer au début. Il avait l'impression qu'une partie de lui venait de s'arracher. Le matin, il creusa de ses petites mains une tombe derrière la cabane, y déposa le corps du seul homme qu'il avait jamais appelé famille, et s'agenouilla longtemps devant. Il était désormais seul, vraiment seul. Après l'enterrement de Sori, Malik erra pendant plusieurs jours dans les rues de Kembala. La cabane, silencieuse et vide, n'était plus qu'un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu. Il passait ses nuits sous le petit auvent d'une boutique fermée et ses journées à marcher, espérant trouver quelque chose à manger. Un matin, alors qu'il traînait près du marché, son ventre criant famine, il aperçut un grand homme en boubou bleu lutter avec des sacs de riz. Sans réfléchir, Malik s'avança et attrapa un sac pour l'aider. « Hé, petit, qu'est-ce que tu fais là ?» dit l'homme, surpris. « Je vous aide, si vous me donnez un morceau de pain, » répondit Malik sans baisser les yeux. L'homme le fixa quelques secondes, puis éclata d'un rire bref. « Tu as du courage. Comment tu t'appelles ?»« Malik. » Il se présenta à son tour, Ibrahim, commerçant du marché, connu pour son franc-parler mais aussi sa générosité. Voyant la maigreur du garçon, il lui proposa de venir l'aider à décharger ses marchandises en échange d'un repas. Ce jour-là, Malik mangea pour la première fois depuis longtemps un repas chaud, du riz gras avec du poisson séché. Il mangea si vite qu'Ibrahim lui dit « Doucement, petit, sinon tu vas t'étouffer. » À la fin de la journée, Ibrahim glissa quelques pièces dans sa main. « Si tu veux, reviens demain. On verra si tu as vraiment la force pour ce travail. »
Malik hocha la tête. Il venait peut-être de trouver la première lueur d'espoir depuis la mort de Sori. Les jours devinrent des semaines, et Malik ne manqua jamais un rendez-vous avec Ibrahim. Dès l'aube, il arrivait au marché pour balayer la devanture, porter les sacs de riz, ranger les caisses de tomates et courir chercher les commandes chez d'autres commerçants. La poussière du marché s'infiltrait partout, dans ses cheveux, sous ses ongles, jusque dans ses vêtements. Mais Malik ne s'en plaignait jamais. Ibrahim, impressionné par sa discipline, commença à lui confier plus de responsabilités, surveiller la marchandise en son absence, négocier avec certains clients, même compter la monnaie. Petit, dans le commerce, il faut 2 choses, des mains solides et une tête bien droite, lui répétait-il. Chaque soir, Malik recevait quelques pièces. Plutôt que de tout dépenser, il les gardait précieusement dans une petite boîte en métal qu'il avait trouvée dans la rue. Il ne savait pas encore à quoi cet argent servirait, mais il savait qu'un jour, il en aurait besoin. Pourtant, le travail n'était pas sans risque. Il fallait se méfier des voleurs, des clients qui trichaient sur la monnaie et des autres garçons du marché qui voyaient d'un mauvais œil ce petit orphelin gagner la confiance d'Ibrahim. Un soir, l'un d'eux tenta de lui arracher ses pièces en rentrant. Malik se défendit avec toute la force qu'il avait apprise dans la rue. Il rentra couvert de poussière et avec une lèvre fendue, mais ses pièces étaient intactes. Ce jour-là, il comprit que dans ce monde, on ne gardait pas seulement son argent avec une boîte, mais aussi avec du courage. C'était un samedi de grande affluence au marché de Kembala. Le soleil tapait fort, et la chaleur faisait luire les visages. Malik courait d'un étal à l'autre pour aider Ibrahim, portant des sacs, apportant de l'eau aux clients, toujours souriant malgré la fatigue. Ce jour-là, un homme en costume beige, lunettes dorées sur le nez, s'arrêta devant la boutique d'Ibrahim. Sa voiture, une berline rutilante, était garée un peu plus loin, attirant les regards envieux. Il observait Malik depuis quelques minutes, intrigué par son agilité et sa façon de parler poliment à chaque client. « Ibrahim, dit-il en serrant la main du commerçant, « ce garçon, c'est ton fils ?»« Non, » répondit Ibrahim avec un petit sourire, « c'est un orphelin que j'ai pris sous mon aile. Mais il travaille mieux que certains hommes adultes. » L'homme se tourna vers Malik. « Comment t'appelles-tu, petit ?»« Malik, monsieur. »« Et à l'école, ça se passe comment ?» Malik baissa les yeux. « Je n'y vais pas. » Un silence se fit. L'homme sortit alors une carte de visite et la tendit à Ibrahim. « Je suis El Hadj Moussa, directeur d'une fondation pour l'éducation. Ce garçon a quelque chose, une détermination rare. S'il le veut, je peux lui offrir une bourse scolaire. » Malik écarquilla les yeux, n'osant pas croire à ce qu'il venait d'entendre. Ibrahim posa une main lourde sur son épaule et dit « C'est ton choix, Malik. Mais souviens-toi, l'école ouvre des portes que la force seule ne peut pas forcer. » Ce soir-là, Malik resta éveillé longtemps, regardant les étoiles par la petite fenêtre de sa chambre. Pour la première fois, il voyait un avenir qui dépassait les murs du marché. La rentrée scolaire arriva plus vite que Malik ne l'avait imaginé. El Hadj Moussa avait tout organisé, inscription dans une bonne école, uniforme neuf, livres et cahiers flambant neufs. Pour Malik, enfiler cette chemise blanche et ce pantalon bleu marine, c'était comme porter un costume de roi. Pourtant, dès le premier jour, il comprit que la route ne serait pas facile. Dans la cour, les autres élèves le dévisageaient. Certains ricanaient en voyant ses chaussures légèrement usées. « C'est qui, lui ? » ?»« Un enfant du marché. »« Tu crois qu'il sait lire ?» Malik ne répondit jamais aux moqueries. Il se souvenait des paroles de Sori. « Ceux qui parlent pendant que tu travailles finiront par te regarder réussir. » Il travaillait dur, restant souvent après les cours pour poser des questions au professeur. La nuit, à la lueur d'une petite lampe à pétrole, il faisait ses devoirs, même après avoir passé la journée à aider Ibrahim au marché pour ne pas perdre l'habitude de travailler. Les débuts furent difficiles. Il peinait en mathématiques, mais excellait en lecture et en rédaction. Sa mémoire, forgée par les histoires que lui racontait Sori, lui permettait de retenir rapidement. Chaque trimestre, ses notes montaient. Les enseignants commencèrent à le citer en exemple, ce qui attira la jalousie de certains camarades. Un soir, alors qu'il marchait seul après les cours, un groupe de garçons l'entoura. « Alors, le petit du marché veut devenir docteur, hein ?» ricana l'un d'eux. Ils le poussèrent, lui arrachèrent ses cahiers et les jetèrent dans la boue. Malik les ramassa en silence, le cœur lourd, mais il jura que plus jamais personne ne pourrait l'arrêter. Cette promesse devint son moteur. Les années passèrent, et Malik, grâce à sa bourse et à une volonté de faire,
termina ses études secondaires parmi les meilleurs de sa promotion. À 20 ans, Malik n'était plus le garçon maigre et tremblant qui errait dans les rues de Kimbala. Il était devenu un jeune homme élégant, sûr de lui, portant un costume simple mais bien ajusté. Ses mains, jadis couvertes de poussière du marché, étaient désormais habiles à gérer les chiffres et les contrats. Grâce à une petite bourse de la fondation d'El Hadj Moussa, Malik avait poursuivi ses études en gestion et commerce. À peine diplômé, il investit les économies accumulées en travaillant au marché et créa sa propre entreprise, une petite société de distribution alimentaire. Les débuts furent modestes. Il n'avait que 2 employés et un petit camion. Mais Malik savait qu'avec de la discipline et du travail acharné, tout pouvait grandir. Chaque matin, il arrivait avant tout le monde, vérifiant les stocks, parlant aux fournisseurs, planifiant les livraisons. Peu à peu, son entreprise gagna en réputation. Les clients appréciaient sa rigueur, sa ponctualité et son honnêteté. Les petites commandes se transformèrent en contrats plus importants, et bientôt, le petit garçon des rues devint un jeune patron respecté dans le village et au-delà. Pourtant, malgré cette réussite, une partie de lui restait vide. Il n'avait jamais connu sa mère, et la douleur de l'abandon était toujours là, tapie dans son cœur. Mais il avait appris à transformer cette douleur en force. Un soir, en fermant son bureau, Malik contempla la ville depuis la fenêtre. Les lumières scintillaient comme des étoiles tombées sur la terre. « Papy sourit, je l'ai fait » murmura-t-il, serrant son poing contre sa poitrine. « Je n'ai rien oublié. Et je n'oublierai jamais ce que tu m'as appris. » C'était un matin chaud de juin. Malik venait d'arriver à son bureau, encore en costume, quand son assistant frappa à la porte avec un air intrigué. « Monsieur Malik, il y a une femme qui attend dehors. Elle dit qu'elle doit vous parler. » Malik fronça les sourcils. « Quelle femme? » Elle pleure beaucoup. Elle dit que vous êtes son fils. » Un froid glacial parcourut les chines de Malik. Son cœur s'accéléra. « Montre-moi, » dit-il d'une voix ferme mais tremblante. Dans la cour, sous la lumière du matin, une femme aux cheveux grisonnants et au visage marqué par les années s'agenouillait devant la grille de son bureau. Ses yeux étaient rouges, gonflés par les larmes. Sa robe simple et usée contrastait avec le luxe de l'entreprise autour. « Malik, mon fils, » sanglota-t-elle, la voix brisée. « C'est moi. Aïcha, ta mère, je t'en supplie. Pardonne-moi. » Malik resta figé, incapable de bouger. Les souvenirs enfouis depuis l'enfance se bousculaient dans sa tête, la cabane vide, le marché, la douleur de l'abandon. Et maintenant, cette femme, fragile et implorante, se tenait devant lui, demandant ce qu'il n'avait jamais eu, le pardon. Il recula d'un pas. Sa voix était froide, presque étrangère. « Partez. Je ne veux rien savoir de vous. » Aïcha, désespérée, tomba à genoux, les mains jointes, frappant presque la grille. « Je t'en supplie, juste une chance. » Mais Malik détourna le regard et entra dans son bureau, laissant le silence peser sur la cour. Pour la première fois depuis longtemps, la réussite de Malik semblait fragile. Le passé, jusque-là enfoui, venait de frapper à sa porte. Aïcha resta plusieurs heures devant la grille, incapable de bouger. Finalement, un voisin qui passait la vitrine de l'entreprise s'arrêta, intrigué par la femme en pleurs. « Madame, que faites-vous là ?» demanda-t-il doucement. « C'est mon fils, » sanglota Aïcha. « Je l'ai abandonné quand il était bébé. Je ne sais pas comment me faire pardonner. » Le voisin, un homme âgé mais compréhensif, s'assit à côté d'elle et l'écouta raconter son histoire. Elle parla des mois de grossesse, de la peur qu'elle ressentait quand le père de Malik refusa l'enfant, la menaçant et lui ordonnant de se débarrasser du bébé. Elle parla des jours suivants, de sa honte devant sa famille, de la pluie de cette nuit où elle déposa Malik sur le pas d'une boutique, priant Dieu qu'un cœur bon le trouve. « Je pensais, » murmura-t-elle, la voix brisée, « que je ne reverrais jamais mon fils. Je ne savais pas comment vivre avec la culpabilité, mais je n'ai jamais cessé de prier pour lui. » Le voisin la regarda avec compassion. « Il est devenu un homme fort, mais ses blessures sont profondes. Si vous voulez tenter de réparer quelque chose, il faudra patience et humilité. » Aïcha hocha la tête, essuyant ses larmes. « Je ferai tout pour qu'il me pardonne. » Pendant ce temps, Malik, à l'intérieur du bureau, ignorait encore que le passé se dévoilait peu à peu à ceux qui l'observaient. Le moment de vérité approchait, et avec lui, le dilemme qui allait bouleverser sa vie. Quelques jours après l'incident à la grille, Malik décida d'en savoir plus sur ses origines.
Il engagea un ancien notaire du village pour retrouver des informations sur son père biologique. Les réponses arrivèrent comme un coup de tonnerre. Son père était mort depuis plusieurs années, sans jamais avoir cherché à connaître son fils. Assis dans son bureau, Malik relut les documents, actes de décès, lettres et témoignages des voisins de l'époque. Son visage se durcit, ses poings se serrèrent. « Alors tout ce que j'ai souffert, c'était inutile, murmura-t-il, la rage et la douleur se mélangeant. Il revit mentalement la petite cabane de Sori, les nuits de faim, les humiliations à l'école et sur le marché, et tout ce qu'il avait dû endurer pour se forger un avenir. Elle a fait ce qu'elle a pu, pensa-t-il, mais la colère contre son père disparut rapidement en laissant place à un sentiment plus profond, la trahison et le vide. Pour la première fois, Malik comprit que son combat n'était pas seulement contre la vie, mais aussi contre les fantômes du passé. Et que la femme en larmes devant sa porte, sa mère, devait affronter ce mur de douleur qu'il avait construit autour de lui. Ce jour-là, il prit la décision de rester fermé, de protéger son cœur et de ne pas laisser entrer celle qu'il avait abandonnée. Mais quelque part, au fond de lui, une question persistait. Pourrait-il un jour pardonner? Quelques jours après sa découverte sur son père, Malik reçut une enveloppe posée discrètement sur le bureau de son entreprise. Le cachet ancien et le papier légèrement jauni attirèrent son attention. Sur l'enveloppe, seul un nom était inscrit, Malik. Il ouvrit le courrier avec précaution et découvrit une lettre écrite de la main rugueuse mais soignée de Sori, le vieil homme qui l'avait élevé. « Mon cher Malik, si tu lis cette lettre, cela veut dire que je ne suis plus là pour te protéger. Je sais que la vie ne t'a pas épargné et que tu portes en toi la douleur de ton abandon. Mais souviens-toi, la haine est un poison. Ton cœur est trop précieux pour être consumé par la colère. Ta mère a fait des erreurs, comme nous en faisons tous. Mais elle a souffert aussi. Si un jour tu peux, tends-lui la main. Pardonner n'efface pas le passé, mais cela libère celui qui pardonne. Avec tout mon amour, ton papy Sori. » Malik resta figé, la lettre tremblante dans ses mains. Les mots de Sori ravivaient des souvenirs douloureux, mais portaient également une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Il repensa à la mère agenouillée devant la grille, aux larmes qu'il avait refusé de voir, et à la force de Sori qui l'avait toujours guidé. Pour la première fois, une fissure apparut dans le mur de colère qu'il avait construit autour de son cœur. Il ne savait pas encore s'il pourrait pardonner, mais une graine de doute, et peut-être de réconciliation, venait d'être semée. Les jours qui suivirent, Malik se sentait pris dans un tourbillon d'émotions. La lettre de Sori hantait ses pensées. Chaque mot résonnait dans sa tête, mêlant souvenirs d'enfance et douleurs du présent. Il revoyait la petite cabane de Sori, le marché, ses nuits de faim et de froid, et cette femme, sa mère, en larmes devant la grille. Malik se confia à son meilleur ami, Yassine, assis dans le bureau luxueux qui lui avait pris tant d'années pour construire. « Je ne sais pas, » murmura Malik, le visage fermé. « Elle était là, et j'ai ressenti quelque chose, mais comment pardonner à celle qui m'a abandonné bébé ?» Yassine le regarda calmement. « Malik, le pardon n'efface pas ce qu'elle a fait. Il ne supprime pas la douleur, mais il te libère de la colère. Si tu veux continuer à avancer, tu dois décider, garder la haine ou retrouver la paix. » Malik serra les poings. « Et si je lui tends la main, et qu'elle me déçoit encore? Alors tu t'éloignes. Mais au moins tu auras essayé. Au lieu de laisser le passé te consumer. » Cette conversation marqua Malik profondément. Pour la première fois depuis des années, il envisagea que le pardon n'était pas un signe de faiblesse, mais de force. Pourtant, la cicatrice de l'abandon restait vive, et la décision de l'accueillir ou de la rejeter était plus difficile qu'il ne l'avait jamais imaginé. Une semaine plus tard, Malik décida finalement de rencontrer sa mère, non pas derrière la grille de l'entreprise, mais dans un petit café discret du village. Il voulait comprendre, regarder ses yeux, entendre sa voix. Aïcha arriva, tremblante, les mains nouées autour d'un foulard. Ses yeux rougis témoignaient de nuits passées à pleurer et à réfléchir à ce moment. « Malik, commença-t-elle, la voix brisée. « Merci d'accepter, de me voir. » Malik s'assit en face d'elle, le visage fermé, mais le cœur battant fort. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix froide. « Pourquoi m'avoir abandonné ?» Aïcha baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Ton père, il refusait cet enfant, il m'a menacé. J'étais seule, effrayée, je ne savais pas comment faire. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, et chaque jour, j'ai prié pour que quelqu'un prenne soin de toi. » Les mots de sa mère ravivèrent des souvenirs douloureux,
mais Malik sentit une émotion inattendue, la sincérité. Après un silence lourd, il se leva lentement. « Je ne sais pas si je peux oublier, mais je peux essayer de comprendre. » Aïcha leva les yeux, étonnée et émue. Malik s'approcha et, dans un geste qui surprit même lui-même, il l'attira doucement contre lui. Les bras se refermèrent, tremblants, mais pleins d'une émotion que ni l'un ni l'autre n'avaient imaginée depuis longtemps. Pour la première fois, le mur de colère de Malik se fissurait. Il ne savait pas encore combien de temps cela prendrait, mais un premier pas vers le pardon venait d'être franchi. Après cette première rencontre, Malik prit la décision de ne plus fuir. Chaque semaine, il retrouvait sa mère dans le petit café, puis dans des promenades dans le village, puis chez lui, à l'entreprise. Chaque rencontre était difficile, ponctuée de silence et de larmes, mais aussi de mots d'explication et de pardon. Aïcha racontait tout ce qu'elle avait enduré, la peur de son père, le rejet de sa famille, la honte qui la suivait partout. Malik l'écoutait, parfois silencieux, parfois empli d'une colère qu'il peinait à contrôler. Mais il comprenait, petit à petit, que la femme devant lui n'était pas seulement celle qu'il avait abandonnée, elle était aussi une mère qui avait souffert. Un soir, Malik l'invita dans sa maison, là où il avait grandi sous l'aile de Sori et construit son entreprise. « Tu vois, maman, dit-il, en lui montrant les murs tapissés de souvenirs, c'est ici que j'ai appris à survivre et à devenir ce que je suis aujourd'hui. » Aïcha, les larmes aux yeux, prit ses mains. « Merci, merci de ne pas me haïr complètement. » Malik comprit que reconstruire leur relation serait long, mais pour la première fois, il sentit qu'une partie de son cœur blessé pouvait guérir. Malik décida d'inviter sa mère à partager certains aspects de sa vie quotidienne. Il commença par lui faire visiter l'entreprise, lui montrer les bureaux, les employés, et lui présenter ceux qui l'avaient soutenu dans son ascension. Au début, les employés furent surpris de voir cette femme simple et émue entrer dans ce monde organisé et prospère. Certains murmuraient, d'autres la jugeaient, mais Malik resta ferme. « C'est ma mère, déclara-t-il simplement. Et je souhaite qu'elle fasse partie de ma vie. » Aïcha, consciente des regards, baissait parfois la tête, mais elle se tenait droite, respectueuse, et faisait preuve d'humilité. Peu à peu, elle gagna le respect des employés par sa gentillesse et sa volonté de participer, mais modestement, aux activités de l'entreprise. Dans le village, la nouvelle se répandit rapidement, le petit orphelin devenu homme riche avait retrouvé sa mère. Les commérages allaient bon train, certains l'admirant, d'autres critiquant. Malik, cependant, avait appris à ignorer les murmures. Sa priorité était la reconstruction de sa relation avec Aïcha. Chaque geste, chaque sourire partagé était un pas vers la normalité, et Malik sentit que, malgré la douleur du passé, la vie lui offrait une nouvelle chance de bonheur. Malik avait intégré sa mère dans sa vie quotidienne, mais au fond de lui, une peur persistait. Chaque sourire d'Aïcha, chaque mot tendre réveillait en lui la question, et si elle repartait? Et si tout recommençait comme avant? Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon de Malik, Aïcha prit ses mains dans les siennes. « Malik, je sais que tu as peur, que tu doutes, mais je suis là pour rester. Je veux réparer ce que j'ai brisé. » Malik respira profondément, sentant la tension quitter ses épaules, mais ses yeux trahissaient encore l'inquiétude. « J'ai peur de souffrir à nouveau, murmura-t-il. « C'est normal, répondit Aïcha, mais la vie est faite de risques. La vraie force, Malik, c'est d'oser ouvrir son cœur malgré les cicatrices. » Ce soir-là, Malik comprit que le dernier mur à franchir n'était pas celui de sa mère, mais celui de son propre cœur. Il prit une grande inspiration, et pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il pouvait se libérer complètement de la colère et de la rancune. « D'accord, je vais essayer, vraiment, » dit-il, les yeux embués. Aïcha sourit, et pour la première fois, ils rirent ensemble, légers, comme si un poids immense venait de tomber. Les semaines suivantes furent une lente reconstruction. Malik et Aïcha passaient de plus en plus de temps ensemble, parlant, partageant des repas, et même riant des petites anecdotes du passé. La peur et la colère s'effaçaient peu à peu, remplacées par une tendresse sincère et fragile. Malik invita sa mère à participer aux grandes décisions de l'entreprise, lui montrant qu'il lui faisait confiance. Elle apporta des idées simples mais efficaces, et son influence commença à se faire sentir parmi les employés. Pour Malik, voir sa mère sourire dans ce monde qu'il avait construit était un signal puissant. Leur relation pouvait guérir, et le passé, bien qu'empreint de douleur, ne dictait plus leur avenir. Dans le village,
Les habitants observaient avec étonnement cette réconciliation improbable. Certains murmuraient encore, mais peu à peu, la compassion et le respect prirent le dessus. Malik, autrefois le petit orphelin rejeté, devenait l'exemple vivant que le courage, la patience et le pardon pouvaient transformer même les blessures les plus profondes. Un soir, assis sur le porche de sa maison, Malik regarda le ciel étoilé, la main de sa mère dans la sienne. « Papy sourit. Regarde, j'ai réussi à pardonner. Et j'ai trouvé la paix, murmura-t-il. Aïcha serra sa main, et pour la première fois depuis des années, ils sentirent que l'histoire de leur séparation, de leur douleur, avait enfin trouvé sa fin. Malik sourit, le cœur léger. Le passé ne pouvait plus le blesser, et l'avenir, avec sa mère à ses côtés, s'annonçait lumineux et prometteur.